Aujourd'hui, puisque nous avons de nouveaux participants, en particulier de notre page Facebook, j'aimerais partager quelques réflexions sur l'importance et les avantages de la pratique de la méditation. La méditation, comme beaucoup d'entre vous le savent, peut être reliée avec certaines traditions religieuses, mais ce n'est pas nécessairement le cas, car c'est une pratique qui mène à la compréhension de soi, à la conscience de soi et à la découverte de soi. La clé de la pratique méditative est l'attention. Ce que les bouddhistes appelleraient la pleine conscience et ce que les chrétiens appelleraient l'auto-recueillement. Chaque fois que nous sommes attentifs, une transformation, petite ou grande, se produit dans nos vies. Lorsque nous prenons conscience, grâce à la pratique de la méditation, nous devenons plus sensibles à certains états de tension dans le corps. Par exemple, lorsque notre attention n'y est pas, il peut arriver que nos bras, que nos épaules ou notre front soient tendus. Et pourtant, nous ne le remarquons pas. Lorsque nous entrons en méditation, nous commençons à être conscients de ces endroits qui sont tendus. Puis, par l'attention et par une respiration normale, vous remarquerez que ces tensions commencent à s'estomper et à revenir à la normale. À mesure que vous vous détendez physiquement, il y a un deuxième avantage à cette pratique, à cette prise de conscience. Vous remarquerez que lorsque le corps est calme et détendu, les émotions sont également calmes et plus tranquilles. Les deux vont ensemble. Lorsque le corps est tendu ou lorsque les émotions sont perturbées, alors il y a une agitation ou un inconfort correspondant dans l'autre véhicule. Ainsi, au fur et à mesure que nous entrons dans ce calme intérieur par la pratique de la méditation, nous constaterons que le corps devient de plus en plus habitué à un état de sérénité, puis les émotions deviennent plus calmes. Quand nous faisons la pratique de la méditation, jour après jour, semaine après semaine, nous remarquerons qu'il y a un changement graduel dans notre vie quotidienne. Nous remarquerons, par exemple, que lorsque nous maintenons cette qualité de conscience intérieure dans notre corps et dans nos émotions, nos relations avec les autres s'améliorent naturellement. La raison est simple. Beaucoup d'entre nous ont développé des habitudes, non seulement de stress, mais aussi d'irritabilité, de colère, de réaction à ce que les autres disent ou font. Ils se mettent en colère ou se sentent blessés et ce sont là des sources de perturbation. Et à chaque fois que nous sommes sous l'emprise de ceux-ci, la conséquence est que nous avons tendance à répondre ou à agir d'une manière plus hostile envers les autres. Ainsi, lorsque chaque jour notre corps et nos émotions sont plus calmes, nous constatons que nos relations s'améliorent de jour en jour. Quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable, nous ne réagissons pas immédiatement. Ce n'est pas que nous refoulons cette action, mais il y a moins ou il n'y a pas de réaction du tout. Si nous voyons que l'autre personne est irritée ou en colère contre nous, nous le constatons, et pourtant nous ne réagissons pas avec autant d'irritation ou de colère, et par conséquent, nos relations avec les gens commencent à s'améliorer, et cela a un effet
non seulement au sein de notre famille, mais aussi sur notre milieu de travail. Il y a beaucoup de gens qui deviennent tendus et angoissés dans leur travail, et ils commencent à dire des choses ou à agir de manière à offenser les autres. Et j'ai connu des gens qui ont perdu leur emploi simplement parce qu'ils ne pouvaient pas contenir leurs émotions, leurs réactions émotionnelles produites par ce que font les autres. Ainsi, en pratiquant la méditation, nous commençons à découvrir que ces trois choses sont en processus de changement graduel. Mais il y a quelque chose encore plus important que l'état de relaxation physique, le calme émotionnel et l'amélioration de la relation. Et je parle ici de ce qui se passe dans notre mental. Dans le mental, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de pensées qui y entrent et qui en sortent, et que ces pensées nous viennent presque toujours du passé. Si vous vous asseyez calmement et que pour 2 ou 3 minutes vous observez vos pensées, vous remarquerez que ces pensées sont une répétition de ce qui est survenu il y a 10 minutes, 10 heures, 10 jours ou 10 ans. Des choses qui nous perturbent et qui continuent de nous revenir car elles ne sont pas résolues. Nous sommes également des créatures d'habitude, non seulement physiques, émotionnelles, mais aussi mentales. Lorsque nous commençons à pratiquer la méditation, nous commençons à remarquer que notre mental et nos pensées ne sont peut-être pas sous notre contrôle. Essayez de rester tranquille pendant 2 minutes et décidez simplement que 2 minutes sur 24 heures, vous rafraîchissez votre mental et que vous ne penserez à rien du tout. Vous constaterez peut-être que cela est presque impossible. Dit autrement, même si nous ne voulons penser à rien, les pensées continuent d'entrer et de sortir, et nous ne savons même pas quelles pensées viendront quand nous serons en état de tranquillité. Même si nous avons décidé de ne pas penser, les pensées pensent par elles-mêmes. En d'autres termes, nous remarquerons que les pensées ont une habitude, un modèle, une activité qui leur est propre et qui est souvent au-delà de notre propre décision et de notre volonté. Nous voulons penser à compter durant la méditation, mais le mental continue de penser à autre chose. Quand cela est la nature dominante de notre mental, alors nous réalisons quelque chose, c'est que nous ne sommes pas maîtres de nos pensées. Nos pensées agissent par habitude, répétant des modèles du passé, et non parce que nous voulons penser de cette façon. Lorsque nous commençons à pratiquer la méditation, il devient de plus en plus clair pour nous que nous ne contrôlons pas nos pensées. Et il y a une implication très sérieuse à cette prise de conscience. Si nous ne contrôlons pas nos pensées, sommes-nous en contrôle de notre vie? Nous ne pouvons être en contrôle, puisque tout ce que nous avons l'intention de faire dans un instant, dans une heure, dans une journée ou dans un an, cela doit passer par le processus de réflexion. Je dois planifier, je dois décider de faire quelque chose et ensuite je le fais. Mais si mes pensées viennent de mes réactions passées, de mes anciennes habitudes, alors ce que je vais faire aujourd'hui, demain, l'an prochain, sera principalement basé sur ce modèle de mes habitudes physiques, émotionnelles et mentales passées. En conséquence, notre destinée sera déterminée par ces habitudes et modèles passés plutôt que sur la base de nos décisions intérieures. Ainsi, l'effet de la méditation est que nous en prenons conscience et nous commençons à prendre en charge ces pensées habituelles, ces schémas. Et lorsque notre mental peut enfin atteindre un calme relatif, dans ces moments, nous pouvons prendre certaines décisions intérieures,
Décision sur la direction que nous aimerions prendre dans notre vie, du type de pensée que nous aimerions avoir, du type d'activité que nous aimerions faire chaque jour et quel genre de réaction nous aimerions avoir lorsque les gens nous perturbent. De cette façon, il y a une décision intérieure de suivre une certaine trajectoire, une certaine direction dans la vie, et cela sera maintenant notre nouveau destin. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nos pensées, notre destin est fixé par le passé. Lorsque nous sommes conscients de nos habitudes de réaction, de nos pensées ou de nos intentions, alors il y a un moi intérieur, une conscience intérieure qui commence à prendre le dessus dans la planification, en décidant, en dirigeant ce que nous ferons aujourd'hui, ce mois-ci, cette année ou dans 10 ans. La méditation est donc très proche de la vie quotidienne. Elles ne sont pas séparées. La pratique de la méditation doit donc s'harmoniser, s'intégrer à notre activité quotidienne. Lorsque nous méditons régulièrement, nous remarquons que dans notre vie quotidienne, nous devenons plus conscients des choses que nous faisons, de comment nous réagissons, et ainsi nous commençons aussi à prendre en charge ce que nous faisons et comment nous réagissons au quotidien, même si nous ne sommes pas dans un état méditatif. Et alors commence une prise de conscience intérieure qui mène à ce que nous appelons la vie spirituelle. La vie spirituelle est quelque chose qui va au-delà de la réflexion. Comme beaucoup d'entre vous le savent, en plus de notre corps physique, de notre corps éthérique et de nos émotions, de notre mental inférieur et de notre mental supérieur, il y a autre chose de plus élevé. C'est ce que nous pouvons appeler la conscience contemplative, la conscience mystique, la conscience spirituelle, Ananda, Buddhi. Il y a plusieurs termes pour cela, mais c'est là une expérience universelle depuis des milliers d'années qu'il arrive un point quand nous avons transcendé ces niveaux inférieurs où nous commençons à entrer dans un état de conscience supérieur qui nous ouvre à de nouvelles facultés, de nouvelles approches de la vie à cause de cet éveil d'un niveau de conscience supérieur qui est généralement appelé spiritualité. La spiritualité est très différente d'une simple croyance religieuse. Je peux croire en ceci ou cela, mais je ne suis peut-être pas encore spirituel. D'un autre côté, une personne peut avoir ce niveau de conscience profond que nous appelons spiritualité, et pourtant, elle peut ne pas être affiliée à aucune religion. C'est la vie mystique et c'est la transcendance de notre mental ordinaire qui nous amène à ce niveau. Ainsi, la pratique de la méditation a à la fois une valeur très très pratique dans notre vie quotidienne, en plus d'être une porte vers notre vie supérieure, la vie spirituelle. C'est pour cette raison que les gens sont encouragés à essayer de pratiquer la méditation. Maintenant, en faisant cela, je voudrais simplement mentionner quelques obstacles initiaux que les gens rencontrent dans leur décision de pratiquer la méditation. Ils sont convaincus que la méditation est utile et pourtant, ils essaieront un matin, puis s'arrêteront le lendemain. Ils l'essaieront une autre semaine et ils s'arrêteront à nouveau. Donc, ce n'est pas une pratique constante. Ce sont les premiers obstacles à la pratique de la méditation. Que pouvons-nous faire pour surmonter cela? Nous, les êtres humains, nous sommes soumis à des habitudes. Remarquons ce que nous faisons dès le réveil et avant le petit déjeuner. Il y a des choses que nous faisons, comme une routine, c'est quelque chose qui est habituel. Ensuite, du petit déjeuner à l'heure du déjeuner, que vous soyez au travail ou à la maison, vous avez une certaine routine. Et quand nous n'y pensons pas, ces routines continuent. Parfois, ou même souvent, chez certaines personnes, ces habitudes sont contre-productives.
Elles ne sont pas très utiles à notre croissance et à notre développement. Par exemple, j'ai peut-être besoin d'exercice, mais je ne le fais pas. Mon mental sait que je dois le faire et pourtant le corps ne suit pas. Il y a un conflit entre une intention supérieure et l'habitude inférieure. Ainsi, une des méthodes que nous pourrions utiliser serait de le faire par petits pas, d'essayer de surmonter certaines habitudes jusqu'à ce que nous commencions à maîtriser toutes nos habitudes. Donc, en termes de méditation, que pouvons-nous faire? Nous nous assoyons, puis nous essayons de pratiquer la méditation. Le corps commence à s'agiter, puis il veut s'arrêter. Après environ 5 minutes, il ne veut plus faire ça. Et il voudrait faire autre chose, puisque c'est son habitude. Donc, ce qui peut être fait est que, par de petites étapes, des petits pas, essayez de prendre une décision. Par exemple, d'accord, je vais m'asseoir et juste observer ma respiration et compter durant 5 minutes. Quoi qu'il arrive, 5 minutes. Une personne peut commencer à devenir agitée et vouloir arrêter. Mais vous avez pris une décision. 5 minutes. Continuez jusqu'à ce que vous ayez terminé 5 minutes. Et après cela, vous pouvez vous arrêter si vous le souhaitez. Le lendemain, prenez une autre décision, soit 5 minutes ou 7 minutes, mais tenez-vous-y. Petite amélioration progressive minute par minute. Alors faites 7 minutes ou faites 10 minutes. Quoi qu'il en soit, même si vous sentez que la méditation est une perte de temps, ce n'est pas vraiment une perte de temps. Car en vous en tenant aux 7 minutes ou 10 minutes, vous rééduquez la personnalité, les habitudes physiques, émotionnelles et mentales. Continuez pendant plusieurs jours et vous constaterez que le corps ne se plaindra plus en passant 7 ou 10 minutes. Ensuite, allez-y pour plus longtemps, 15 minutes ou 20 minutes. Et ensuite, vous constaterez que le corps accède naturellement à cet enseignement de l'esprit d'être tranquille pendant 20 minutes. En méditation, il est suggéré de pratiquer au moins 20 minutes par jour. Au début, cela peut être plus court. Pour les enfants, cela peut être plus court. Alors, continuez jusqu'à ce que le corps s'habitue et vous constaterez qu'après 2 ou 3 semaines, l'habitude de la méditation fera partie de votre routine quotidienne. Et quand vous ne le ferez pas, vous vous sentirez mal à l'aise. Vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc, cela fait maintenant partie de votre routine quotidienne et c'est quelque chose d'utile plutôt que de simplement vous asseoir et regarder la télévision ou de ne rien faire. Donc, nous devons faire ce dépassement initial de nos habitudes passées dans la pratique de la méditation. Plus tard, dans nos futures sessions, nous nous pencherons sur les obstacles dus au bruit du mental. Mais brièvement dit, le mental est bruyant par habitude du passé. C'est la raison pour laquelle nous utilisons une activité de substitution. Celle que nous avons choisie ici est l'attention à la respiration et le comptage. C'est le choix que nous avons fait. Peu importe ce que vous choisissez. Vous pouvez utiliser un mantra, vous pouvez utiliser un point sur la tête, tant que cela ne crée pas de tension. Donc, le comptage est un processus très facile et il n'est pas religieux. Il n'est connecté à aucun type de système de croyance et finalement, cette méthode de comptage sera simplement abandonnée quand nous n'en aurons plus besoin. C'est juste un outil, ce n'est pas la méditation elle-même. C'est un outil que nous utilisons pour stabiliser notre mental. Quand vous serez capable de faire cela, alors vous remarquerez que cela amène des changements dans votre vie. Ne soyez pas impatient, car nous essayons de normaliser ou défaire des habitudes de 20, 30, 40 ou 50 ans. Cela ne peut se faire en un seul jour, voire une semaine, voire 3 semaines, mais généralement, lorsque vous répétez quelque chose en 2 ou 3 semaines, vous avez habitué le corps, les émotions et le mental, et puis
Vous établissez de nouvelles habitudes dans votre vie, conformément à vos idéaux les plus élevés. Je vais faire une pause maintenant, puis nous consacrerons le temps qui reste à un forum, une discussion. Je tiens à saluer la participation de personnes de nombreux pays, la Tanzanie, l'Afrique, l'Europe et de nombreux pays d'Asie. Il y a une question. Comment méditons-nous sur la vacuité? Ce que l'on appelle la vacuité est compris de bien des manières par différentes personnes. Par exemple, une personne peut se concentrer sur quelque chose et soudainement, elle a l'impression que son mental est vide. Mais en fait, c'est une sorte de vide qui n'en est pas un. C'est plein, c'est comme si le mental s'était figé et cela semble vide, mais ce ne l'est pas. Donc, nous devons être conscients du vide passif et du vide actif et alerte. La vacuité signifierait que la conscience est éveillée et alerte et qu'il n'y a pas de pensées qui vont et viennent. Prenez note que si nous observons notre mental, vous n'avez pas à le faire maintenant, vous pourrez le faire à un autre moment. Fermez simplement les yeux et observez votre mental. Et vous remarquerez que les pensées passent involontairement. Elles arrivent tout simplement. Alors vous verrez les lumières et les couleurs devant votre œil mental. Ensuite, vous entendrez bavarder votre mental. Toutes ces choses continuent. Toutefois, nous n'utilisons pas la suppression forcée pour les arrêter, car finalement, cela ne fonctionnera pas. Parce que ce que vous supprimez s'enfouit sous la surface, mais il est toujours là, excité, voulant que l'on s'en occupe, et par conséquent, il reviendra nous déranger à nouveau. Soyons plutôt conscients de ces pensées qui vont et viennent, et quand elles sont importantes, notez-les, nous les réglerons après la méditation. Mais, pendant la méditation, nous les laissons simplement aller et venir. Plus tard, peut-être après plusieurs semaines de pratique, vous remarquerez qu'il y aura des périodes où il y aura des espaces entre les pensées, entre les perceptions, et que dans ces espaces, il n'y a pas de pensée. Et lorsque cet espace devient de plus en plus long, alors nous avons un état de conscience qui est vide de pensée. Mais notez que même dans cet état, ce n'est peut-être pas encore le vide complet, car bien qu'il ne semble y avoir aucune pensée arrivant à la conscience, remarquez toutefois qu'il y a toujours un méditant qui essaie activement de méditer. Cela en soi n'est pas le vide ou le calme, et c'est la raison pour laquelle le niveau le plus profond de la méditation doit entrer dans ce méditant lui-même ou elle-même. Qui est celui qui est en train de méditer? Qui est celui qui pense? Qui est celui-là? Qui suis-je? Alors, nous entrons dans un des aspects qui est le plus difficile de la méditation. Mais cela nécessite tout d'abord que nous nous occupions des bruits extérieurs du mental, des émotions, de toutes ces pensées provenant de souvenirs, de sensations. Et quand tout est calme, nous pouvons regarder encore d'autres activités et aller à des niveaux plus profonds, jusqu'à ce que vraiment nous entrions dans le vrai vide. Il y a une autre question. Y a-t-il des dommages causés lorsque vous êtes soudainement dérangé par l'extérieur pendant que vous êtes en méditation profonde? Non, cela ne cause aucun dommage, vous serez juste surpris. C'est la même chose que si, en ce moment, alors que vous n'êtes pas en méditation, tout à coup il y a un son très fort. Alors, que se passe-t-il? Tout l'organisme, le corps, les émotions réagiront de manière défensive. Notre niveau de tension s'élèvera,
Ensuite, ce que nous devons faire, c'est d'être conscient de ce niveau de tension. Vous remarquerez que cette tension, cette énergie, va lentement disparaître et revenir à l'état de normalité. Les non-méditants remarqueront que chaque fois que nous sommes surpris, cela prend un certain temps avant que nos émotions et notre mental se calment. Cela peut prendre 1 minute, 10 minutes ou toute la matinée. Mais on remarquera que lorsque l'on a pratiqué la méditation pendant longtemps, alors si on est surpris, cette perturbation montera, mais très rapidement, en quelques secondes ou quelques minutes, elle diminuera immédiatement. Les pratiquants de la méditation zen ont été testés pour cela et on a constaté qu'il y avait une différence fondamentale entre ceux qui méditaient depuis longtemps et ceux qui ne méditaient pas. Voici une autre question. Dans certains groupes de méditation, on nous demande de placer les mains dans une certaine position. Cette position des mains est-elle importante? Dans un sens plus profond, cela n'a pas d'importance, car la position des mains, la respiration, les postures ne sont que des étapes préparatoires qui éviteront les perturbations du corps physique. La raison pour laquelle les gens mettent leurs mains comme ça ou leurs doigts comme ça, c'est pour aider le chi ou le prana à circuler dans tout le corps de manière continue et harmonieuse. La méditation elle-même porte sur la conscience. Le corps doit être calme, il ne doit pas y avoir ni agitation ni perturbation, et nous pouvons alors focaliser l'attention sur la conscience. Donc, tant que le corps peut être détendu, la respiration calme et douce, alors votre posture, la position de vos mains, est secondaire. Le flux du prana peut nous perturber. C'est pourquoi, chaque fois que nous avons une respiration irrégulière, comme ça, vous remarquerez que le mental ne peut pas être calme parce que votre respiration agite ce que l'on appelle chitta ou la substance mentale de notre conscience. C'est pourquoi, en méditation, nous ne faisons pas de respiration profonde. La respiration est normale et lorsque nous sommes très calmes, tranquilles, vous remarquerez que la respiration devient très très légère, qu'elle disparaît presque. Lorsque le cerveau et le mental sont très calmes et reposés, alors nous ne consommons pas beaucoup de notre énergie physique. Le cerveau ne représente qu'environ 3% du poids corporel et pourtant, il consomme un quart de l'énergie du corps. Donc, lorsque le cerveau est calme, nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie ou d'oxygène pour nous soutenir. Question. Et si le simple fait d'être conscient de ma respiration fonctionne mieux pour moi plutôt que de compter 1 et 2? J'ai appris cela en Vipassana, une retraite de 11 jours sur la pleine conscience. C'est très bien. L'important, c'est que ça fonctionne. Prenez note qu'il existe de nombreuses approches et considérez ces deux choses. Notre conscience peut généralement faire 2 activités en même temps. La première est visuelle et la seconde est auditive. Supposons que vous concentriez votre mental quelque part ici ou sur la respiration. Continuez de vous concentrer sur la respiration et observez, vous remarquerez peut-être que tout en étant capable de suivre cette respiration, ou un point sur le front ou sous le nez, il persiste un bavardage involontaire du mental. Certains d'entre vous se souviendront peut-être avoir entendu une chanson hier et aujourd'hui, cette chanson revient involontairement dans votre mental. Vous faites autre chose et pourtant cela revient sans cesse. Donc, en essayant de prendre conscience de la respiration et du comptage, alors vous vous occupez des deux. Mais dans le cas où, juste en plaçant l'attention sur votre respiration, vous êtes conscient du bavardage de votre mental, alors c'est très bien. Dans Vipassana, il y a en fait 4 niveaux d'attention. Le premier est sensoriel,
Puis plus haut, il y a les sentiments. Et le plus élevé est l'attention à notre conscience elle-même. Donc, ce qui est important est l'attention. Être attentif au contenu de notre conscience afin qu'elle puisse devenir tranquille. L'attention à la sensation, l'attention au comptage, l'attention à la respiration, ce ne sont que des outils qu'il faut ensuite laisser, car ce n'est pas le but de la méditation. Une autre question, en ce qui concerne votre explication sur la conscience périphérique, j'ai remarqué que lorsque j'observe ma respiration ou mon mental durant la méditation, il y a constamment une attention détachée qui observe en tout temps. Comment étendre cette attention à notre vie quotidienne? Oui, c'est ce que nous avons mentionné précédemment concernant la conscience périphérique. Quand nous pratiquons la méditation régulièrement, notre sphère d'attention normale est, par exemple, de cette ampleur. Ainsi, au moment de la méditation, vous remarquerez qu'elle commence à s'étendre. C'est ce que nous appelons souvent expansion de conscience. Elle se dilate. Cette sphère de l'attention en expansion nous fait prendre conscience de notre corps, de nos émotions, nos réactions, nos pensées. L'instant d'avant, quand cette sphère d'attention est petite, nous ne voyons pas ces choses. Alors, cette expansion se produit. Après avoir terminé la méditation, après 5 minutes, cet état d'expansion commencera à rétrécir à son état habituel. Puis, nous reviendrons au modèle réactif habituel du mental. Mais en le faisant à nouveau le lendemain, l'attention se dilate, puis rétrécit. Le surlendemain, elle se dilate et se rétrécit à nouveau. Cependant, vous remarquerez qu'elle ne revient pas au niveau d'origine. Quelque chose demeure, de sorte que, lorsqu'elle rétrécit, il y a maintenant quelque chose qui s'est ajouté à notre conscience périphérique dans la vie quotidienne. Alors, vous remarquerez que même lorsque vous travaillez, lorsque vous parlez avec des gens, comme vous l'avez dit, il y a cette autre attention détachée qui est là. C'est le reste de la conscience périphérique qui s'est élargie pendant la méditation, qui demeure et se maintient au cours de la vie quotidienne. Et, à mesure que vous continuez à méditer, cette conscience périphérique deviendra de plus en plus grande, de sorte que nous devenons plus conscients de ce qui était autrefois dans notre subconscient, dans notre état subliminal, des choses que nous ne remarquions pas. Maintenant, nous sommes conscients lorsque nous sommes tendus, lorsque nous sommes irrités, en colère, nous le voyons à l'instant même, alors qu'auparavant, nous étions emportés par ces perturbations. Commentaire. Je me suis toujours posé des questions à ce sujet, puisque lors de ma méditation, je n'adopte pas cette position. Merci d'avoir clarifié cela. Une autre question. La méditation peut-elle réussir si nous ne pratiquons pas les 8 étapes du yoga de Patanjali? C'est une question importante et qui mérite en fait une explication plus longue, mais permettez-moi de me concentrer sur certains points essentiels. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, il énonce 8 étapes dans la pratique du yoga et de la méditation qui nous amènent à atteindre la cessation des mouvements du mental qui est le but du yoga et qui est samadhi. Et ces 8 étapes contiennent également quelques détails. Maintenant, ce qui est important, c'est que dans les 7 premières étapes, le but principal est de nous préparer à la vraie tranquillité. Par conséquent, tout ce qui empêche les perturbations peut faire partie de la préparation. Au meilleur de ma connaissance, le Yoga Sutra de Patanjali est probablement le traité ou l'ouvrage le plus complet sur la façon de nous préparer pour arriver à un mental calme et méditatif. Il couvre pratiquement tous les aspects, toutes les sources de perturbation. Cela commence par yama et niyama. Yama signifie les choses que nous ne devrions pas essayer de faire. Niyama sont des choses que nous devrions essayer de pratiquer.
Ensuite, nous entrons dans le pranayama, la régulation de la respiration, afin qu'elle ne perturbe pas et ne cause pas la production de pensée. Ensuite, nous avons les asanas ou la posture, ce qui signifie simplement qu'elle doit être stable et qu'elle ne causera pas de perturbation, de douleur ou d'inconfort. Ensuite, nous passons au suivant qui est pratyahara, qui est que lorsque vous êtes assis en méditation, il y a des sons autour de vous ou le corps ressent des démangeaisons et ainsi de suite. Ce sont là des perceptions sensorielles et il viendra un moment où nous pouvons prendre la décision simplement d'en être conscient intérieurement sans qu'elle nous dérange. Est-ce là quelque chose de similaire à la suppression? Non, ce n'est pas la même chose. En ce moment, si vous écoutez notre discussion, il y a peut-être des sons autour de vous. Votre oreille les entend et pourtant, votre mental ne les nourrit pas. C'est juste que vous décidez de vous concentrer sur quelque chose. Lorsque vous lisez un livre, quelqu'un peut passer devant vous et vous ne remarquez même pas qu'il y a quelqu'un qui est passé. Vos yeux l'ont vu, mais votre mental ne l'a pas considéré, ne l'a pas nourri. Donc, pratyahara, ou retrait des sens, est une telle action. Et puis, après cela, nous entrons dans la stabilité du mental, qui est la concentration dharana. Et ensuite, la méditation proprement dite. Maintenant, concernant ces étapes préparatoires, les 7 étapes préparatoires, elles sont, pour autant que je sache, très pratiques. Revenons à Yama. Yama se compose de 5 choses. L'une d'elles est la véracité. En d'autres termes, ne pas mentir. Nous remarquerons que chaque fois que nous mentons, c'est quelque chose qui nous dérange. J'ai peur de quelque chose, je ne veux pas que vous le sachiez, donc je dois mentir à ce sujet, puis le garder pour moi. Cette attitude me fait demeurer dans cet état de mensonge, et c'est là quelque chose qui met le mental mal à l'aise. Et donc, chaque fois que nous entrons dans le calme, ces incongruités entre ce qui est la vérité et ce que nous venons de dire aux gens, ces incongruités reviennent et nous perturbent. Donc, il est préférable de vivre une vie où nous n'avons pas à mentir aux autres. Certains peuvent dire que c'est impossible. Je sais que c'est très difficile. Et, dans un séminaire qui est donné à la Société théosophique, la transformation de soi, nous étudions cela en détail. Examinons les petites choses sur lesquelles nous avons tendance à mentir. Puis, lorsque nous apprenons, tout d'abord nos peurs des conséquences et aussi comment communiquer avec les autres sans les blesser ou les offenser, nous constatons que nous pouvons commencer à dire la vérité dans la vie quotidienne, à notre conjoint, à nos parents, à nos enfants. En d'autres termes, qu'il est possible de ne jamais mentir. Et si nous pouvons le faire dans notre famille, nous pouvons ensuite le faire dans notre travail, dans notre vie sociale. Et nous commençons à réaliser qu'il est possible d'être de plus en plus cohérent dans notre façon de penser, de parler et d'agir. C'est cela l'intégrité, car elle intègre nos actions, nos sentiments, nos pensées dans notre monde. Au début, cela peut sembler très difficile, et pourtant, c'est la clé de la paix de l'esprit. Alors, peut-être que plus tard, pourrons-nous consacrer un peu plus de temps aux autres branches des yogas de Patanjali. C'est un petit livre, et pourtant, il est extrêmement profond et riche, et j'encourage les gens à aller étudier les Yoga Sutras de Patanjali, car c'est, pour ainsi dire, l'un des traités des plus systématiques ou scientifiques parmi tous les ouvrages sur la méditation et la vie spirituelle. Une autre question. À la Société théosophique, nous avons suivi les 7 stages à la branche de Singapour, mais nous ne sommes pas inscrits. Pouvons-nous continuer la formation aux Philippines? Oui, vous êtes invités à participer à nos activités
au cours par correspondance que nous organisons dans la section des Philippines. Cela est ouvert à tous. Vous êtes donc les bienvenus. Voici une autre question. Parfois, pendant ma méditation, je jongle entre compter et me concentrer sur ma respiration en une même séance. Est-ce que c'est correct? La respiration est naturelle. Elle est automatique et nous n'avons même pas à nous en occuper. C'est juste que nous harmonisons le comptage avec la respiration. Si vous avez appris un mantra et que vous l'utilisez depuis de nombreuses années et que cela fonctionne pour vous, allez-y et utilisez un mantra. Ou peut-être que votre mantra n'est qu'une seule syllabe. Alors faites-la à l'expiration. Vous remarquerez que, quand vous comptez, vous ne remarquez même plus la respiration. C'est juste le comptage. 1 et 2, 1 et 2. Après avoir dit mentalement 1, il y a un espace dans votre conscience avant d'entrer dans le 2. Et après avoir dit 2, il y a un espace dans votre conscience avant que vous disiez 1. Cet espace est un moment de silence. Au début, c'est très court, et quand il y a un espace, parfois les pensées vont surgir. Mais allez-y et continuez avec le 1 et le 2, alors cet espace deviendra de plus en plus long et vous remarquerez que le mental devient de plus en plus calme. Plus tard, vous remarquerez que le comptage lui-même s'estompe sans que vous vous en rendiez compte. Et pourtant, vous êtes toujours complètement en état d'attention et alerte. Alors, restez ainsi. Vous n'avez même pas à revenir au comptage. Plus tard, dans votre méditation, vous constaterez peut-être que lorsque vous vous asseyez, vous n'avez même pas besoin de compter. Le mental se calme presque immédiatement. Mais si vous interrompez votre méditation pendant plusieurs jours ou semaines et revenez à la méditation, vous constaterez que c'est à nouveau le bavardage dans le mental. Alors vous pouvez revenir au comptage. Expérimentez, car il n'y a pas de règle absolue. Il y a juste des directives. Vous devez observer votre mental et comprendre pourquoi ces approches sont utilisées. Et vous découvrirez alors quand elles sont utiles et quand vous pouvez y renoncer. Une autre question. Dans les sessions de méditation passées que vous avez dirigées, vous utilisiez généralement le son Om 3 fois ou plus. Pourquoi plus maintenant? C'est parce que nous utilisons Internet et que le microphone et le système de son ne sont peut-être pas très efficaces quand ils vous transmettent le son. J'ai interrogé certaines personnes à ce sujet parce que la première fois, quand nous avons fait cette méditation, j'ai utilisé Om. Et puis certains ont dit que c'était parfois saccadé et ainsi de suite. Donc, plus tard, j'ai utilisé le son de la cloche et aujourd'hui, j'ai utilisé le son du bol. Le bol qui, lorsque vous le frappez ou lorsque vous déplacez un morceau de bois autour, crée un son résonnant. C'est pourquoi je l'utilise aujourd'hui. Mais, quel que soit le fonctionnement, c'est correct. Si entonner le Om se démontre utile, nous pourrons le faire dans le futur. Question. Concernant votre explication sur la vacuité, donc l'état le plus élevé de vacuité est la non-conscience du connaissant? Oui. Un état de non-dualité, un état de transcendance entre le connaissant et l'objet connu, entre le penseur et la pensée produite par le mental. Voici un état très difficile, parce que ce moi est quelque chose qui a été construit depuis des vies et, puis soudainement, vous l'abandonnez. Il ne veut pas être abandonné tout de suite. Il faut donc beaucoup de non-attachement, du véritable non-attachement, pas seulement pendant la méditation, mais aussi dans la vie quotidienne. Chaque fois que nous sommes attachés aux choses, la conscience, ce sentiment de soi, ne veut pas disparaître. À cause de ces attachements, attachement à l'existence, attachement aux gens, attachement aux idées et autre chose. Donc, cet aspect est quelque chose que vous voudrez peut-être explorer plus en profondeur. Il y a quelques travaux que vous voudrez peut-être examiner. Je vous suggère, par exemple, les travaux de Krishnamurti
Il fait une étude en profondeur à propos du penseur et de la pensée, et aussi les enseignements du célèbre yogi Ramana Maharshi pour ses enseignements de l'approche Vichara ou introspection, la méthode utilisant Qui suis-je? Une autre question. Sur lequel est-il préférable de se concentrer, car la pensée vient en même temps que nous inspirons et expirons, mais je sais que l'attention consciente n'est qu'un point. Le but de l'attention à la respiration, de l'attention à la sensation, du comptage ou du mantra est de rester focalisé sur le point dont nous avons décidé, peu importe ce que vous choisissez. Ce sur quoi vous voulez vous concentrer, vous devez être capable d'y arriver. Lorsque vous pouvez faire cela, vous n'avez plus besoin de ces béquilles, de ces outils. Mais lorsque nous ne sommes toujours pas en mesure de le faire, ce sont des outils très utiles. Si, par exemple, vous faites le 1 et 2, 1 et 2, et que vous trouvez le mental encore perturbé, vous ne pouvez même pas rester focalisé sur ce 1 et 2, alors je vous suggère quelque chose temporairement. C'est de compter de 1 à 50 ou même de 1 à 100. Lorsque vous inspirez, comptez 1. Lorsque vous expirez, comptez 1. Lorsque vous inspirez, comptez 1. Lorsque vous expirez, comptez 2. Inspirez 1, expirez 3. À l'expiration, vous continuez de compter 3, 4, 5, jusqu'à 50 et puis revenez à 1. Ceci devrait vous aider car maintenant vous vous concentrez sur le comptage et si vous oubliez que vous êtes au numéro 16 et que vous avez perdu le compte, revenez à 1. Plus tard, lorsque vous constaterez que le mental est devenu plus stable, vous pouvez revenir à 1 et 2 jusqu'à ce qu'il arrive un moment où vous n'avez même plus besoin de 1 et 2. Question. Jusqu'où la méditation peut-elle nous aider à aller vers le pardon? En travaillant sur le pardon, je voudrais ajouter quelque chose avant la méditation. Nous ressentons le besoin de pardonner lorsque nous avons été blessés ou que nous sommes en colère envers certaines personnes et que cette blessure a été enfouie et refoulée en nous pendant longtemps. Alors, lorsque nous faisons la méditation et que nous sommes dans le calme, parfois cette blessure n'est même pas évoquée, elle est simplement là, sans être dérangée, mais lorsque nous avons fini la méditation, quoique nous étions dans le calme, cette douleur est pourtant toujours là. Dans un séminaire que nous donnons à la Société théosophique, appelé Séminaire de transformation de soi, nous traitons cela directement. Par exemple, vous êtes blessé ou vous avez été blessé, insulté ou offensé par M. X. Chaque fois que vous pensez à lui, vous vous sentez vraiment tendu, vous vous sentez en colère, votre cœur bat, votre tête devient chaude et vos doigts ou vos mains se contractent. Prenez en considération que c'est là l'occasion de laisser circuler cette énergie de colère, mais vous devez faire cela en pleine conscience. Lorsque vous pensez à M. X et que votre cœur bat et que vous ressentez peut-être une lourdeur sur la poitrine, alors laissez-vous ressentir cela pendant que vous inspirez et visualisez vos bras et vos jambes pendant que vous expirez. Vous ne refoulez pas ce malaise, vous en êtes simplement conscient et vous remarquerez alors que cette énergie de congestion sur votre poitrine commencera à se diffuser et à circuler dans vos mains, votre bouche, votre gorge. Permettez qu'il en soit ainsi et lorsque vous le ferez, vous constaterez peut-être que vos mains picotent comme des aiguilles ou des engourdissements. Lorsque cette énergie de colère est très forte et commence à circuler, alors vos mains peuvent même devenir si raides que vous ne pouvez même pas bouger le bout des doigts. Ne paniquez pas, tout va bien.
N'ayez pas peur, continuez simplement l'exercice parce que lorsque vos mains commencent à s'engourdir, cela signifie que ça fonctionne et que l'énergie s'évacue. Après quelques minutes, l'engourdissement disparaîtra, mais vous remarquerez aussi autre chose, que la lourdeur sur votre poitrine, cette sensation d'oppression, a diminué ou même disparu. Vous devrez peut-être refaire ce cycle plusieurs fois, mais après cela, lorsque vous penserez à M. X, cette lourdeur à la poitrine, cette raideur de vos doigts auront peut-être disparu. À ce moment, vous pourrez approfondir ce processus durant la méditation. Dans votre état de calme, pensez à M. X et vous constaterez peut-être que vous ne détestez plus cette personne, que vous n'avez plus de colère envers lui. Alors, souhaitez-lui la paix, souhaitez-lui la joie, souhaitez-lui l'épanouissement et le bonheur. Maintenant que vous êtes en paix avec M. X, vous n'avez même plus à lui pardonner puisque le problème n'est plus. Nous avons une question ici. Cela est peut-être hors sujet, dit-il. Mais est-il vrai que le chant, dans certains groupes, purifie le mental et brûle du karma? Quand nous chantons quelque chose, que ce soit le chapelet, une prière ou un chant, nous amenons le mental à un certain état qui est plus propice à l'équanimité, à la plénitude. Si vous répétez une certaine prière qui porte vers l'idéal, ou chantez avec certains mots qui élèveront votre esprit, alors vous imprégnez votre mental avec ce genre de pensée. Et, par cette méthode, vous aidez réellement à changer le mental. Est-ce que cela peut brûler du karma? Je vous partage juste mon opinion. Je crois que cela changera votre karma futur, mais cela ne brûlera pas le karma passé. Permettez-moi de vous expliquer ce que je veux dire. Si hier j'ai blessé quelqu'un, j'ai peut-être brisé son ordinateur de façon permanente, il est irréparable. Puis-je défaire cela? Non, parce que l'ordinateur ou la montre ou le cellulaire sont maintenant brisés et irréparables. Quel que soit le genre de chant que je ferai, le genre de prière que je ferai, cet ordinateur brisé ne pourra pas, comme par magie, devenir un ordinateur pleinement fonctionnel. Ça n'arrivera pas. Mais si vous êtes le propriétaire de cet ordinateur et que vous êtes en colère ou blessé par l'action que j'ai faite, alors que puis-je faire aujourd'hui afin de changer les effets karmiques de ce que j'ai fait hier? Premièrement, je vous présente mes excuses. Deuxièmement, je vais essayer de voir si je peux réparer l'ordinateur, sinon je vais vous indemniser. En d'autres termes, ce que je fais maintenant, la façon dont je me comporte avec vous maintenant, va à ce moment changer et modifier l'effet du karma d'hier. J'ajoute ici une notion, cela s'appelle le karma actuel. Parmi les 3 types de karma, le karma actuel combiné au karma d'hier amènera un résultat différent. Si je n'ai rien fait, si je viens de briser votre ordinateur et que je m'enfuis, que je ne veux même pas m'excuser, ensuite vous serez en colère contre moi pendant un jour, une semaine, un mois ou même 10 ans, et si vous en avez l'occasion, vous voudrez peut-être me faire aussi du mal, et ce serait là le karma de l'action d'hier. Donc, ce qui est important, ce n'est pas d'essayer de remonter le temps et d'empêcher ce qui est déjà arrivé. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose aujourd'hui afin de modifier le karma passé, et alors le karma résultant de cela sera différent. Une autre question. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le mantra? Est-ce que n'importe quel mot peut être un mantra? Le mantra a 2 fonctions. La première fonction est, comme nous l'avons expliqué, en méditation, ce n'est qu'un mot, que nous utilisons comme un outil afin de stabiliser le mental, tout comme 1 et 2, 1 et 2. Certaines personnes diraient « Aham So », ce qui signifie « je suis cela ». Certaines méditations chrétiennes utiliseront « Jésus ». Le mot lui-même
peut inspirer quelque chose qui est édifiant, mais le but, lorsque nous le faisons en méditation, est que le mental finisse par se calmer et qu'un mantra doit éventuellement disparaître. Car si nous continuons toujours avec le mantra, cela deviendra éventuellement un obstacle, car le but de la méditation est la tranquillité intérieure. C'est donc le rôle du mantra dans la méditation. Mais il y a un autre aspect dans le mantra, c'est qu'il y a certains sons, certaines syllabes qui, lorsqu'elles sont entonnées, ont un certain effet sur notre mental, nos émotions et notre organisme. Et on pense qu'il y a des gens qui ont développé ou découvert certaines tonalités, certaines vibrations, certaines syllabes que lorsqu'elles sont à la bonne fréquence, ont un certain effet sur notre mental, nos sentiments et notre organisme. Par exemple, le mot « Om ». Lorsqu'il est entonné, nous incite au calme intérieur et à la paix. Mais si j'utilise un mot qui a une connotation négative, qui a un son bruyant et qui a une tonalité très aiguë, alors cela agite plutôt que de calmer. Donc, cet autre aspect du mantra, la conception même de la syllabe, le ton, la façon dont il est entonné, produit un certain effet sur le mental, le nôtre et même celui des autres. Et c'est un peu différent de la fonction du mantra dans la méditation. Il y a une autre question. Est-ce possible de trop méditer? Oui, je dirais que c'est possible. Le but de la vie n'est pas de s'asseoir et de méditer pendant 24 heures. Le but de la vie est de vivre. Vivre, c'est être en relation avec les autres, chercher des moyens de subsistance, trouver un emploi, contribuer à la paix et à l'harmonie dans la société, au bonheur des autres, avoir une mission, faire de ce monde un endroit meilleur. Quand on fait de la méditation, il peut y avoir un certain temps où on a à le faire plus longtemps, dans une retraite par exemple. On peut méditer pendant 12 heures dans la journée. Il n'y a que 24 heures dans une journée, 8 heures pour dormir, puis vous passez 12 heures par jour à méditer. Pendant un certain temps, lors de certaines retraites, cela sera très utile, car ça approfondit notre attention à des couches plus profondes de notre conscience. Mais si nous passons le reste de notre vie à essayer simplement de méditer, alors nous pouvons commencer à nous demander dans quel but. Est-ce juste pour faire cela et être calme? Quelle est la différence entre ça et dormir? Je ne parle pas ici d'état spirituel, je parle juste de la pratique elle-même, car dans l'état spirituel, un esprit méditatif peut être en méditation toute la journée, même lorsque nous parlons, mangeons, travaillons, etc. Donc, je ne parle pas de ça. C'est ce que l'on appelle parfois la pratique de la présence. Car cela peut continuer pendant que vous êtes engagé dans votre travail, dans la façon dont vous interagissez avec les gens, mais en méditant en tant que personne très occupée, alors consacrons un certain nombre de minutes, voire d'heures par jour ou par semaine pour se ressourcer à ce genre d'oasis, de telle sorte que lorsque vous retournez dans le monde et êtes à nouveau actif, il y a cette autre attention méditative qui vous accompagne et qui commence à transformer la façon dont nous vivons. Ici, nous avons une autre question. Quelle est la place de l'hallucination et du délire dans notre vie? Pourquoi ces aberrations mentales se produisent-elles? La méditation peut-elle les aggraver? Nous avons deux couches à notre conscience. L'une, plus élevée, partant de notre mental abstrait vers la vie spirituelle, l'autre, plus basse, du mental inférieur descendant vers nos émotions,
notre subconscient et ainsi de suite. Les choses comme les hallucinations, le délire, la névrose, etc. appartiennent à la couche inférieure et nous devons être capables de les traiter d'une manière pratique. Car si nous essayons de faire de la méditation sans y prêter attention, nous constaterons qu'il y aura incongruité entre notre vie personnelle et la vie méditative. Lorsque ces choses ne sont pas prises en charge, comme la névrose, alors, pendant les périodes de calme, elles peuvent refaire surface et par conséquent, cela peut entraîner des problèmes ou des difficultés psychologiques. Donc, ce que je suggère, s'il y a des expériences d'hallucination, de délire, d'autant plus que parfois, une phase majeure de névrose peut se transformer en psychose, comme par exemple la schizophrénie. Alors, il est peut-être préférable de traiter cela en premier avant de faire la méditation. La méditation aidera si elle est faite correctement et en rapport avec cet état. Je ne dis pas que cela sera nocif, cela n'aggravera pas la situation. Cependant, lorsque la personne n'est pas capable d'intégrer son état avec l'état de calme méditatif, alors ça ne peut pas être utile. Je suggère donc qu'une telle personne consulte quelqu'un qui pourrait la guider en fonction de son état mental et la pratique de la méditation. Que faisons-nous lorsque le comptage devient mécanique et que le mental se met à errer? Alors, revenez au comptage, car c'est cette mécanique qui vous fait revenir à votre point. Et quand vous le perdez, ça vous donne le signal que vous n'êtes plus alerte et attentif. Donc revenez-y, car lorsque vous serez alerte et attentif, vous constaterez qu'il ne disparaît plus, mais que finalement il s'estompe. Le comptage s'estompe et alors vous n'en avez plus besoin. Alors, restez dans ce silence. Nous allons donc clore notre session d'aujourd'hui. J'espère que vous constaterez que nos discussions et notre pratique approfondiront votre propre expérience de la méditation et effectueront une transformation progressive dans votre vie quotidienne. Alors merci à tous et à la semaine prochaine.